Juste avant de passer aux actualités du jour, un mot de notre partenaire Revolut, qui pourrait vraiment vous intéresser si vous réalisez souvent des achats en ligne ou que vous prévoyez d'en faire prochainement. Revolut, c'est une application bancaire utilisée par plus de 70 millions de personnes et qui a été élue meilleure banque en ligne au monde par Euromoney en 2025. En quelques secondes seulement, vous pouvez obtenir gratuitement une carte bancaire dématérialisée avant de recevoir, si vous le souhaitez, une carte standard gratuite ou la carte métal que vous pouvez personnaliser. D'ailleurs, depuis plusieurs années, les fraudes aux moyens de paiement ont nettement augmenté, ce qui doit intensifier notre vigilance sur les achats en ligne. C'est pourquoi Revolut a mis en place la carte éphémère. Les informations de paiement générées par une carte ne peuvent être utilisées que pour faire un seul paiement, ce qui rend impossible les vols et utilisations par un éventuel fraudeur. Avec Revolut, vous pouvez aussi effectuer vos retraits et paiements à l'étranger sans frais supplémentaires ou encore partager l'addition avec vos proches quand vous allez au restaurant, ce qui est très pratique quand vous voyagez. Alors si ça vous intéresse, un QR code s'affiche à l'écran et un lien est dans la description pour télécharger l'application. 20 € sont offerts pour toute nouvelle inscription et un tirage au sort sera effectué pour gagner 10 000 €. Un rachat historique se profile et les conséquences sont très nombreuses. SFR, l'un des 4 plus grands opérateurs télécoms français, devrait donc bientôt être vendu et ses 3 concurrents, Orange, Free et Bouygues, souhaitent se partager la mise. Mais alors pourquoi est-ce que la fin de SFR est proche et surtout quelles sont les conséquences que vous soyez client de chez SFR ou alors même d'ailleurs des concurrents? Vous allez le voir, les conséquences peuvent être nombreuses. Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien et c'est donc le sujet à la une de ces actualités du jour, disponible sur YouTube et en podcast audio sur toutes les plateformes de podcast. Et au passage, je rentre en fin de semaine en France après plusieurs jours à l'étranger pour un reportage qui sortira bientôt. Je reviens donc avec la caméra la semaine prochaine, mais j'ai très hâte de vous partager tout ça. Alors pour la petite histoire, SFR est détenu depuis 2014 par le groupe Altice France, un groupe qui appartient au milliardaire Patrick Drahi. Mais avant cela, SFR était déjà un acteur qui était bien installé et c'est un acteur qui est né à la fin des années 80. C'est considéré en fait comme l'un des premiers opérateurs mobiles qui est venu concurrencer directement France Télécom. France Télécom qui est devenu depuis Orange, mais qui à l'époque était le seul opérateur historique avec un quasi monopole en France. Alors à partir du milieu des années 2000, SFR a notamment été l'un des premiers opérateurs à lancer une offre 3G en France et à donner accès à l'ADSL. Alors oui, là je parle d'ADSL et de 3G, j'ai l'impression de vous ramener très loin. Mais ça a été aussi l'un des premiers opérateurs à lancer une marque low cost sans engagement. À l'époque, c'était Red by SFR. Pour autant, je vous le disais, SFR a été racheté en 2014 par Patrick Drahi. Comment expliquer ce rachat? Eh bien, c'est une période qui était assez particulière. Vous vous en souvenez peut-être si vous étiez pas trop jeune. On était dans les années 2010 avec notamment l'arrivée de Free Mobile de Xavier Niel, avec les prix du marché qui ont été alors revus fortement à la baisse et des abonnements donc beaucoup moins chers proposés par Free. Et tout cela a lancé une véritable guerre des prix dans le secteur. À l'époque donc, en quelques mois, les prix de SFR vont s'effondrer, sa croissance va ralentir et ses marges vont se dégrader pour tenter donc de limiter la casse face à l'arrivée de Free. Et c'est donc dans cette période que le groupe Vivendi, propriétaire de SFR, va choisir de le vendre au plus offrant et le plus offrant donc ce sera Patrick Drahi. Le montant de l'achat à l'époque, la petite somme de 13,5 milliards d'euros. Mais attention, il y a un point très important ici, pour racheter SFR, Patrick Drahi a décidé de s'endetter. Et ce point-là, il est quand même très important puisque pour comprendre l'opération, eh bien Patrick Drahi va donc s'endetter, sauf qu'ensuite, il va vouloir rembourser cette dette qui lui a permis d'acheter SFR, le tout avec l'argent qui est généré par SFR lui-même. Pendant des années donc, SFR va rester sous pression, on va assister à une baisse de qualité du réseau, à d'importantes suppressions de postes, à des fermetures aussi de boutiques. Autrement dit donc, objectif économie d'argent, une partie de l'argent va servir non pas à investir, mais à rembourser la dette qui a permis d'acheter SFR. Bon, mais la dette d'Altis a commencé à être très importante à l'échelle du groupe. C'est donc dans ce contexte que Patrick Drahi a finalement cherché à se désendetter à l'échelle de son groupe. Il a par exemple déjà revendu BFM TV et RMC à CMA-CGM du milliardaire Rodolphe Saadé. Rodolphe Saadé qui est aujourd'hui aussi propriétaire du média La Provence ou encore de Brut. Mais donc Patrick Drahi souhaite aller au-delà et c'est donc désormais SFR qui est en vente. Beaucoup de médias et d'analystes parlent ouvertement d'une sorte d'aveu d'échec de la part de Patrick Drahi dont la stratégie n'a pas forcément fonctionné comme prévu.
Dans les faits, selon les numériques, entre 2012 et 2018, SFR a été le seul opérateur à perdre des abonnés en valeur absolue, avec 2,9 millions de clients perdus. Mais cela dit, SFR possède toujours aujourd'hui plus de 6 millions de clients fixes et près de 19,5 millions de clients mobiles. Et c'est pourquoi Orange, Bouygues et Free sont très intéressés par un possible rachat. Alors fin 2025, il y avait eu une première offre à 17 milliards d'euros qui avait été proposée par les trois opérateurs ensemble. Mais désormais, Patrick Drahi semble prêt à une nouvelle offre qui a été fixée à 20,35 milliards d'euros. Vendredi dernier, les trois opérateurs ont même annoncé être entrés en négociation exclusive avec le groupe Altice France pour l'acquisition de SFR. Ce que ça veut dire concrètement, c'est que c'est les seuls autorisés à discuter de modalités de rachat pendant un certain temps, au moins jusqu'au 15 mai. Résultat, pour faire simple, cette stratégie de Patrick Drahi aura fonctionné pour l'homme d'affaires, puisqu'il compte, vous aurez peut-être fait les calculs, revendre SFR plus cher qu'il ne l'a acheté. Mais de très nombreuses personnes soulignent que cette réussite, d'un point de vue strictement capitalistique, s'est faite au prix d'une forte dégradation de l'entreprise, avec des emplois menacés, voire supprimés, des atteintes aux bonnes conditions de travail selon les salariés et une baisse de la qualité de service pour les clients, alors que SFR pourrait donc véritablement disparaître dans les années qui viennent. A noter au passage que Patrick Drahi est accusé par son ex-conseiller juridique d'avoir organisé la fraude fiscale de certains cadres de son groupe. Cela fait partie des révélations qui ont été faites dans le cadre des Drahi Leaks qui ont été révélées par trois médias, Blast, Reflet et Street Press. Pour en savoir plus, on vous met tous les liens directement en description. Mais alors, qu'est-ce qui pourrait véritablement changer pour vous ? Déjà, ce qu'il faut noter, c'est que Bouygues Telecom souhaiterait récupérer 42% de SFR, Free souhaite récupérer 31% et Orange 27%. Et vous l'aurez remarqué, normalement, les calculs sont bons, ça fait bien 100%. Quand on dit récupérer ici, on parle donc de récupérer une partie des clients, mais aussi une partie du réseau et des installations. Pour l'instant, j'anticipe d'ailleurs la question qui va venir, impossible de savoir comment ça va fonctionner, notamment chez quel opérateur chaque client de SFR basculerait. Tout ça est très flou, mais on aura probablement plus d'informations. A priori, les clients professionnels basculerait intégralement chez Bouygues Telecom, mais tout cela reste encore très flou, donc on verra si on a plus d'informations. De toute façon, ce qu'il faut noter, c'est que si la revente aboutit, les contrats de chaque client continueront quand même de s'appliquer, mais cela dit, la moindre modification de contrat devra légalement être accompagnée de la possibilité de le résilier sans frais, et ce, même s'il y a encore une période d'engagement. Autrement dit donc, vous aurez a priori la possibilité de sortir de tout ça s'il le faut. Il y a maintenant une inquiétude importante concernant des potentielles suppressions d'emplois. Selon la CFE-CGC Télécom, qui est un syndicat français qui encadre la télécommunication, ce rachat pourrait entraîner 8 000 à 12 000 suppressions de postes. Mais la CFDT, premier syndicat français, évoque 70% des postes menacés aujourd'hui chez SFR. Les conséquences donc en matière d'emploi pourraient être nombreuses. Mais là où ça pourrait impacter tous les Français, c'est en matière de prix des abonnements. Évidemment, si SFR sort de la course, ça ferait un opérateur en moins et donc un concurrent en moins sur le marché. La crainte chez certains, c'est une dynamique de hausse des prix avec potentiellement donc trois grands géants, Orange, Bouygues et Free, qui se partageraient en quelque sorte le gâteau du marché français et qui potentiellement donc pourraient être moins dans cette course à la baisse des prix. C'est une dynamique qu'on a déjà vue à l'échelle de l'Union européenne. Maintenant, pour l'instant, il n'y a rien de sûr, faudra voir évidemment à quoi ça ressemble, sachant que du côté des opérateurs, on estime qu'un tel rachat devrait permettre d'investir davantage dans les réseaux et donc selon eux de mieux servir les clients. En tout cas, attention, l'accord n'a pas été finalisé et d'ailleurs il faut noter que les autorités de la concurrence en France devront se pencher sur le sujet et s'assurer qu'il n'y a pas de conséquences majeures, notamment sur le prix des forfaits pour les Français. Dans tous les cas, ça me semble intéressant de traiter un sujet économique comme celui-là, d'un point de vue donc finance, mais aussi d'un point de vue conséquences pour vous. Je vous laisse avec Léa pour le reste de l'actualité importante du jour et je reviens juste après. Merci Hugo et bonjour à tous. On commence avec cette actu. La marine américaine a ouvert le feu ce dimanche sur le cargo iranien Tuska avant d'en prendre le contrôle dans le golfe d'Oman, qui est situé entre l'Iran et Oman, a affirmé Donald Trump. Selon lui, le navire tentait de forcer le blocus des ports iraniens mis en place par les États-Unis. En réaction, l'Iran a promis de riposter, dénonçant un acte de piraterie armée. L'Iran accuse les États-Unis d'avoir violé le cessez-le-feu de 2 semaines en vigueur depuis le 8 avril. De son côté, Donald Trump accuse l'Iran d'avoir lui-même rompu la trêve en menant ce samedi des attaques contre 2 navires, l'un français et l'autre britannique, dans le détroit d'Ormuz, un passage maritime majeur pour l'exportation mondiale de pétrole. L'entreprise française CMA-CGM a confirmé qu'un de ses porte-conteneurs avait subi des tirs de semonce, donc des tirs d'avertissement, sans faire de blessés parmi l'équipage. Dans la journée, Emmanuel Macron a quant à lui assuré que la France n'a pas été prise à partie ou visée spécifiquement dans le détroit d'Ormuz ces dernières heures.
guerre. Selon lui, il s'agit d'une erreur des deux côtés. Parallèlement à ça, Donald Trump a annoncé l'envoi d'une délégation américaine au Pakistan pour participer à de nouvelles négociations avec l'Iran, alors que le cessez-le-feu entre l'Iran et les États-Unis doit prendre fin dans la nuit de mardi à mercredi. Mais l'Iran a dit ne pas avoir à ce stade encore pris de décision quant à une éventuelle participation à ces pourparlers. On suivra ça. Deuxième actu, aux États-Unis, 8 enfants âgés de 1 à 14 ans ont été tués dans la nuit de samedi à dimanche en Louisiane. 2 femmes ont aussi été gravement blessées et au moins l'une d'elles était la mère de plusieurs des enfants. En fait, 7 des 8 enfants tués étaient ceux de l'auteur présumé, Shamar Elkins, âgé de 31 ans selon la police. Un enfant a également été blessé en sautant d'un toit pour fuir. Le maire, Tom Arsenault, a précisé que les 2 femmes blessées étaient des proches du suspect. Le tireur, qui a été abattu par les forces de l'ordre, avait servi dans la garde nationale de l'armée de Louisiane de 2013 à 2020. Selon la police, il avait déjà été arrêté en 2019 pour détention d'armes. Les autorités ont toutefois précisé n'avoir connaissance d'aucun antécédent de violence intrafamiliale le concernant. Selon son beau-frère, il était en instance de divorce. À noter qu'en 2025, près de 15 000 personnes, sans compter les suicides, ont été tuées par arme à feu aux États-Unis, selon Gun Violence Archive. Troisième actu, un séisme de magnitude 7,4 s'est produit ce lundi matin dans les eaux du Pacifique au nord du Japon. Les secousses du séisme ont été ressenties à plusieurs centaines de kilomètres de l'épicentre, notamment à Tokyo, où plusieurs grands immeubles ont tremblé. Le gouvernement est en train de vérifier si le séisme a fait des victimes ou des dégâts matériels. Suite au séisme, une alerte au tsunami a été émise par l'agence météorologique japonaise avec des vagues pouvant atteindre 3 mètres. Les habitants à proximité des zones côtières et riveraines ont reçu la consigne d'évacuer vers des endroits plus sûrs comme des terrains surélevés ou des bâtiments d'évacuation. En 2011, le pays avait été frappé par un séisme de magnitude 9 déclenchant un tsunami à l'origine de plus de 18 500 morts ou disparus. Quatrième actu, le président du parti de droite Les Républicains, Bruno Retailleau, a été désigné comme le candidat de son parti pour l'élection présidentielle de 2027 à la suite d'une consultation des adhérents. Alors concrètement, le parti a interrogé en ligne les 76 000 personnes qui possèdent la carte de membre du parti. Les votants devaient choisir entre plusieurs options, soit le parti organisait une primaire, donc un vote pour désigner le candidat pour 2027, soit c'était Bruno Retailleau qui devenait directement le candidat pour l'élection. Et c'est donc cette dernière proposition qu'il a emportée avec 73% des voix. À noter que cette candidature a été critiquée par Laurent Wauquiez, le président du groupe Les Républicains à l'Assemblée nationale. Il souhaite de son côté l'organisation d'une primaire, non pas au sein du parti, mais au sein de l'ensemble de la droite, incluant notamment le parti d'extrême droite Reconquête d'Éric Zemmour. De son côté, David Lisnard, le maire de Cannes, a quitté le parti Les Républicains il y a quelques semaines pour lancer également sa candidature. Cinquième actu, en Bulgarie, l'ex-président du pays, Roumen Radev, est arrivé en tête des élections législatives quelques mois après sa démission. Il devrait devenir le nouveau premier ministre du pays courant mai. Alors Roumen Radev, il a été président du pays pendant 9 ans et il avait démissionné pour pouvoir se présenter au poste de premier ministre qui possède plus de pouvoir que celui de président. Sa coalition, classée au centre-gauche, a obtenu une majorité des sièges au Parlement alors que le pays votait pour les 8e élections législatives depuis 2021. En Bulgarie, les gouvernements se succèdent après des manifestations anticorruption qui avaient poussé le pouvoir à l'époque à la démission. À noter qu'au cours de son mandat de président, Roumen Radev a pris plusieurs fois position en faveur de la Russie, affirmant que le dialogue avec le pays devait reprendre. Il a notamment qualifié la Crimée, un territoire ukrainien illégalement annexé par l'armée russe, de territoire russe, mais il a aussi affiché sa proximité avec l'ex-premier ministre hongrois conservateur Viktor Orban, qui est un proche de Donald Trump et Vladimir Poutine. Pour autant, il s'est toujours défendu d'être un proche de la Russie. À noter que la Bulgarie est le pays le plus pauvre de l'Union européenne. Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, qui est l'une des principales instances de l'UE, a dit se réjouir de travailler avec Roumen Radev. Et on termine avec cette actu, 69% des étudiants bénéficiaires de l'aide alimentaire distribuée par l'association Linky vivent avec 100 € ou moins par mois après avoir payé leurs dépenses incompressibles du quotidien comme le loyer. Il leur reste donc 3,33 € par jour pour se nourrir, se soigner, s'habiller ou encore se divertir, selon une étude publiée la semaine dernière par Ipsos pour cette association qui a été réalisée auprès de plus de 25 000 étudiants précaires. Les conséquences, elles sont directes sur l'alimentation. 90% des étudiants interrogés déclarent réduire la qualité des aliments qu'ils consomment, 75% la quantité et 65% disent sauter au moins un repas au cours de la semaine par faute de moyens. La précarité affecte aussi la santé. 47% des étudiants précaires interrogés ont indiqué avoir déjà renoncé à un ou plusieurs soins médicaux pour des raisons financières. Merci beaucoup Léa pour ces actualités. Alors vous l'avez peut-être vu, on a sorti une nouvelle vidéo grand format ce week-end, une vidéo sur la façon dont Poutine élimine ses opposants. C'est disponible sur notre chaîne YouTube dédiée au grand format, je vous mets le lien directement en description. Écoutez, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et puis on se dit à demain pour une nouvelle vidéo.